Bonjour et bienvenue aux conférences INSERM en avant-première de InScience 2021 qui au niveau national aura lieu en juin. Nous sommes accueillis aujourd'hui à la bibliothèque Raoul Mille, place de la Libération à Nice. Ces conférences INSERM sont en partenariat avec la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur, la ville de Nice, l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Ces conférences sont diffusées sur la chaîne YouTube d'Écosciences Provence-Alpes-Côte d'Azur et filmées et retransmises par la société Le Chromophore. Donc la dernière conférence de la journée va nous être donnée par Gaël Cristofari et je vais tout de suite, qui travaille donc à l'IRCAN à Nice, et je vais tout de suite lui passer la parole pour qu'il se présente et nous parle des petits pois au supercalculateur, comment la biologie décrypte l'ADN. Alors, merci Benoît. Je m'appelle Gaël Cristofari et je travaille à l'Institut de recherche sur le cancer et le vieillissement de Nice, à l'IRCAN, qui se situe sur la faculté de médecine près de l'hôpital Pasteur. Et je dirige là une équipe d'une dizaine de chercheurs, ingénieurs, doctorants et étudiants qui sont des passionnés et que je salue ce soir car j'apprécie beaucoup travailler avec eux. Donc, comme tu l'as dit, je vais vous parler ce soir d'ADN et de génétique. Alors, on a tous fait l'expérience que certains caractères, internes ou externes, sont transmissibles, sont transmis d'une génération à l'autre. Les enfants ressemblent à leurs parents, les frères et sœurs se ressemblent entre eux, et c'est vrai à la fois pour les humains comme pour les animaux ou pour les plantes. Tout commence, et cette étude de l'hérédité, c'est ce qu'on appelle la génétique. Et tout commence au XIXe siècle, quand Grégoire Mendel, c'est un moine autrichien, botaniste, qui étudie l'apparence des petits pois. Il avait constaté que certains petits pois étaient plissés, d'autres étaient lisses, certains étaient verts, d'autres étaient jaunes, et surtout que ces caractères étaient transmis d'une génération à l'autre de plantes de façon avec des rapports mathématiques et prévisibles. Et c'est ce qui l'a emmené à proposer pour la première fois que les caractères extérieurs des plantes correspondaient en fait à des éléments à l'intérieur des cellules qui étaient transmis et qui étaient présents en deux exemplaires. Un exemplaire pour la cellule issue de la plante père, entre guillemets, et d'autres issus de la plante mère. Et on sait aujourd'hui, on appelle aujourd'hui ces éléments, ces facteurs, les gènes, et on sait qu'ils existent chez tous les êtres vivants, à la fois les bactéries, les plantes, les animaux et même les champignons. C'est lors de la reproduction sexuée que chaque cellule sexuelle, donc les spermatozoïdes, les ovocytes, vont récupérer une partie du patrimoine génétique de l'individu qui les produit, un seul exemplaire de chaque gène, et de façon totalement aléatoire. Et puis ensuite, il y a une deuxième étape qui est aléatoire, qui est la rencontre de l'œuf et du spermatozoïde, enfin de l'ovule et du spermatozoïde pour faire l'œuf. Et donc c'est pour ça qu'on ressemble à nos parents, mais aussi qu'on est unique. C'est cette loterie génétique qui fait que nous recevons cette combinaison unique de gènes de nos parents, qu'ils avaient eux-mêmes hérité de nos grands-parents. Et donc nous sommes le produit de cette loterie génétique. Alors aujourd'hui, on connaît le support physique moléculaire de l'information génétique. On sait que les gènes ils sont portés par les chromosomes. Les chromosomes, c'est ces petits bâtonnets que vous voyez au cœur des cellules. Là, vous pouvez les voir sur la gauche. Et ces petits bâtonnets, ils sont constitués d'une molécule très très longue qu'on appelle l'ADN, qui a une structure en double hélice et qui est très répétitive, puisqu'elle est fabriquée de briques élémentaires qui sont symbolisées souvent sous la forme de lettres A, T, G ou C. Ça correspond à l'initiale de leur structure moléculaire. Et une propriété vraiment importante de la molécule d'ADN, c'est que
les deux brins sont complémentaires. Alors, qu'est-ce qu'on appelle complémentaire? C'est qu'en face d'un A, on retrouve toujours un T. En face d'un G, on retrouve toujours un C. Et ça, c'est une propriété essentielle, et je vais revenir, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Cette molécule, elle n'est pas toute nue dans le noyau, hein, elle est enroulée de façon très compacte, un peu à la manière des anciens fils téléphoniques, et c'est ce qui permet qu'elle rentre dans le noyau. Et cette structure très compacte, on appelle ça la chromatine, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Alors, c'est que dans les années 40 que trois Américains, McCarthy, Avery et MacLeod, ont démontré que l'ADN était le support moléculaire des gènes. Ils ont fait ça grâce à des expériences sur le pneumocoque. Et puis ensuite, dans les années 50, en 52-53, Rosalind Franklin, qui était une chercheuse américaine, a pu réaliser les premiers clichés de cristaux d'ADN. Et c'est ces clichés que vous voyez au centre, grâce avec des rayons X. Et c'est sur la base de ces clichés que Watson et Crick ont pu créer le modèle en double hélice que vous avez tous déjà vu. Et ce modèle, il a été vraiment révolutionnaire pour la biologie moléculaire et la génétique, et vous allez voir tout de suite pourquoi. Toutes les cellules de notre organisme ont le même ADN. Cet ADN, c'est celui qu'elles ont hérité au moment de la fécondation. Et à chaque division cellulaire, les cellules filles récupèrent une copie de cet ADN originel. Mais évidemment, donc, si on considère l'ADN comme étant un grand mode d'emploi pour la fabrication des êtres vivants, ce n'est pas tout l'ADN qui est lu dans chaque type cellulaire. Ça va être une partie seulement de cet ADN qui va être lu dans les cellules du foie, et puis une autre partie qui va être lue dans les cellules de la peau, une autre partie qui va être dans le cerveau, etc. Donc il faut vraiment considérer l'ADN comme un mode d'emploi, et on peut prendre une analogie avec une encyclopédie. Le génome, donc c'est l'ensemble de tous nos gènes. On peut voir ça comme une encyclopédie où chacun des chromosomes serait un volume. Et au sein de chacun de ces volumes, un chapitre correspondrait à un gène. Alors, et chaque lettre de ce gène, c'est A, T, G ou C. Donc vous voyez, ce n'est pas très varié, on n'a pas 26 lettres comme dans notre alphabet, mais 4. Et comme dans un chapitre, comme dans un roman, il y a le cœur de l'action, ça va être le mode d'emploi, ça va être comment fabriquer tel ou tel composant cellulaire. Et puis il y a tout le blabla, tout le reste qui permet de situer l'action, de dire ben voilà, ça se passe à tel endroit, à tel moment, dans tel contexte. Et de la même façon, il faut indiquer à la cellule quel gène doit être activé dans tel environnement en réponse à tel stimulus ou à tel problème dans l'environnement. Alors, le modèle de la double hélice, je vous ai dit qu'il était vraiment remarquable, et une des raisons, c'est qu'il a permis de comprendre tout de suite comment l'ADN était copié. Comment on fait pour transférer à deux cellules filles, lors d'une division cellulaire, la même information génétique. En fait, ce qui se passe, c'est que la double hélice d'ADN s'ouvre, et chacun des deux brins, qui sont complémentaires, sert de matrice pour copier un nouveau brin. Et effectivement, dans les cellules, il y a des sortes de moines copistes qui sont là, et puis qui vont permettre de copier chacun des deux brins. Et ces moines copistes font souvent des erreurs, soit parce que des erreurs spontanées, soit parce que la matrice peut être dégradée chimiquement, par exemple suite à des rayons ultraviolets, ou la pollution, la fumée de cigarette, ou les nitrites de la charcuterie par exemple, qui modifient chimiquement les bases, les petits modules qui forment l'ADN. Et dans ce cas-là, lorsqu'il faut copier ces modules, on ne sait plus trop quelle était la base d'origine, et donc il y a des erreurs qui sont introduites.
Et il y a même des correcteurs orthographiques, donc des petites machines moléculaires qui sont capables d'aller corriger les erreurs et malheureusement qui passent certaines fois à travers certaines erreurs. Alors, ces erreurs, ces fautes de frappe, c'est ce qu'on appelle les mutations. Et à chaque génération, à chaque individu, il y a environ une cinquantaine ou une centaine, entre 50 et 100 mutations qui apparaissent dans le génome, des mutations spontanées. Et ces erreurs, elles ont lieu soit dans les cellules sexuelles des parents, soit au cours du développement embryonnaire précoce, et elles vont pouvoir être transmises à la génération suivante. Alors, qui dit erreur, qui dit mutation, ne dit pas forcément quelque chose de terrible, une maladie ou autre. La plupart de ces mutations n'ont aucun effet, mais occasionnellement, elles peuvent quand même modifier l'activité d'un gène, soit de façon bénéfique, soit de façon délétère, négative. C'est ce qui arrive quand il y a une maladie génétique qui peut être grave. Mais de façon générale, c'est ce qu'on appelle la variation naturelle. Plus deux individus sont proches, moins ils auront de différences au niveau de leur ADN. Et cette notion, c'est vraiment intéressant parce qu'elle est vraie à l'échelle des individus, elle est vraie à l'échelle d'une famille, d'une espèce, voire à l'échelle de l'ensemble des êtres vivants sur la planète. Et c'est ça qui nous permet finalement de dessiner des arbres qu'on appelle phylogénétiques, qui décrivent l'évolution des espèces et leurs liens entre elles, comme ceux que Darwin avait pu imaginer au XIXe siècle. Donc finalement, avec l'analyse de l'ADN, on retrouve des notions qui ont été développées il y a plusieurs siècles maintenant. Alors, les mutations, elles arrivent effectivement au cours du développement embryonnaire, et dans ce cas-là, elles sont héritables, elles peuvent être transmises à la génération suivante, mais elles peuvent aussi arriver chez l'adulte, dans les tissus adultes, et c'est ça qui est à l'origine des cancers. Donc dans ce cas-là, elles ne sont pas transmissibles à la génération suivante, mais elles s'accumulent tout le long de la vie, tout au long de la vie, et lorsqu'elles touchent des gènes importants pour la prolifération cellulaire, dans ce cas-là, il y a des verrous qui sautent progressivement, qui fait que ces cellules ne sont plus capables de s'autoréguler et vont commencer à proliférer, voire à métastaser chez l'individu. Et on reviendra sur la problématique des cancers tout à l'heure. Alors, une question importante quand on veut étudier le génome, c'est il faut pouvoir le lire. Donc lire le génome humain, c'est être capable de lire 3 milliards de lettres en double exemplaire. Et c'est assez considérable. Pour vous donner un ordre de grandeur, ça correspond à 600 fois à La recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui est l'une des œuvres les plus importantes de la littérature française. Et donc, pour arriver à ça, il a fallu développer énormément de compétences et de technologies innovantes. Et ça a été le but du projet Génome humain, qui était un projet qui a démarré au tout début des années 90, qui a engagé 6 pays sous la direction coordonnée par les États-Unis, à travers 20 centres de recherche, 250 chercheurs. C'est un projet qui a duré environ 15 ans, quoi, et qui a coûté 3 milliards de dollars. Et surtout, c'était un projet qui s'est achevé dans une compétition extrême entre le consortium international et une compagnie privée qui s'appelait Celera, et qui avait mis au point une technique de séquençage particulièrement efficace et qui est rentré en compétition avec le consortium international, avec évidemment l'idée de pouvoir breveter le génome humain. Et en réponse à ce problème, le consortium international a immédiatement commencé à diffuser dans le domaine public l'ensemble des séquences qui étaient obtenues au fur et à mesure du projet, donc ils n'ont pas attendu la fin du projet, pour empêcher leur brevetabilité et pour éviter la privatisation finalement du génome humain. Et d'ailleurs en 1997, l'UNESCO a
a décrété le génome humain comme étant patrimoine mondial de l'humanité et a permis d'éviter cette privatisation. Alors, juste pour bien comprendre le challenge scientifique, à l'époque du projet génome humain, le séquençage se faisait sur des machines telles que celles que vous voyez là sur l'écran, en haut à gauche, et qui permettaient de lire en gros environ 48 pages par jour. Chacune de ces machines, sachant qu'une page devait être d'abord isolée moléculairement, puis introduite dans des bactéries, amplifiée et ensuite lue. Et on connaissait l'ordre des pages, et donc on allait assez lentement, mais c'était assez facile de retrouver l'ordre des pages. À présent, on est passé à une technique complètement différente, qui permet de lire des dizaines de pages, des milliers de pages, des millions de pages en parallèle, mais en fait c'est même moins que des pages, c'est des petites phrases. Et ces petites phrases, on arrive à lire l'équivalent de 48 encyclopédies par jour. Là, c'est le type de machine que vous avez en bas à gauche. Mais ça pose des problèmes vraiment importants sur le plan technologique et en termes d'analyse de données. Puisque finalement, on découpe en petits morceaux cette encyclopédie, on se retrouve avec des petits fragments de 100 ou 200 caractères qu'il faut après réassembler et pouvoir replacer sur le génome humain et dire d'où ils proviennent. Alors ça a rendu les choses beaucoup plus rapides, mais qui nécessite beaucoup d'informatique derrière. On parle de bioinformatique, et c'est vraiment le nerf de la guerre actuellement en termes de génomique. Alors, aujourd'hui, sur le marché arrivent des séquenceurs de 3e génération, avec une autre approche encore. Ces séquenceurs, ils sont tout petits, hein, ça correspond à des petites clés USB, c'est vraiment pas plus gros que ça, sur lesquels il y a des puces électroniques qui sont couvertes de petits canaux, de petits canaux ioniques, à travers lesquels un signal électrique peut passer, un petit courant électrique. Et ils peuvent aussi faire passer une molécule d'ADN. Et cette molécule d'ADN, en fonction de la base qui passe, va modifier le champ électrique et donc le signal électrique qui peut être mesuré. Et ensuite, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui transforment ce signal électrique en base A, T, G, C. Alors l'avantage de ces technologies, c'est qu'elles peuvent lire des molécules extrêmement longues qui correspondent à plusieurs chapitres, voire même à des volumes entiers. Par contre, elles ont encore un taux d'erreur de lecture relativement important, donc ça reste des développements qui sont en cours. Et un autre avantage de ce type de technologie, c'est la taille, évidemment, puisque quand on a un séquenceur qui fait la taille d'une petite clé USB, on peut l'emmener sur le terrain, dans la jungle, dans l'espace, sur un bateau, etc., pour pouvoir vraiment être au cœur de l'action, j'allais dire. Alors, toutes ces techniques-là, elles ont permis de lire la séquence du génome de façon globale. Ça a vraiment révolutionné des pans entiers de la biologie, mais aussi de la médecine, de l'archéologie, de la paléontologie. Et c'est ce qu'on appelle la génomique. Et cette science, elle s'appuie vraiment sur... elle a une sœur jumelle qui est la bioinformatique, parce que sans la bioinformatique, on ne peut pas faire de génomique. Et là, j'ai choisi quelques exemples pour illustrer un peu l'intérêt de cette nouvelle discipline, à la fois dans le quotidien et dans le développement des sciences. Alors, si on compare le génome à un mode d'emploi, c'est crucial de savoir à tel ou tel moment quelle est la partie du mode d'emploi qui est utilisée. Quand il y a un cœur qui se développe, quand il y a une infection virale, quand il y a telle ou telle maladie qui se développe, on veut savoir quel est le chapitre qui est en fait utilisé par l'organisme pour répondre à cette condition biologique. Et donc pour ça, il faut pouvoir voir tous les gènes d'un coup et voir ceux qui sont allumés et ceux qui sont éteints.
Donc ça, c'est une des applications vraiment majeures de la génomique. Une autre application, c'est de pouvoir identifier toutes les espèces vivantes ou toutes qui vivent dans un milieu donné ou dans un échantillon. Il peut s'agir de plantes, de microbes, et l'échantillon, ça peut être des os, ça peut être même des eaux d'égout, ça peut être de la terre, de l'air, etc., du sang. Et en fait, il suffit de séquencer l'ensemble de l'ADN qui est dans l'échantillon, puis de comparer cet échantillon, ces séquences d'ADN aux bases de données que l'on a déjà, puisqu'on a commencé à séquencer des dizaines et des dizaines d'organismes vivants, pour pouvoir identifier les espèces qui sont présentes. Et en fait, là, on utilise l'ADN finalement comme un code-barre biologique qui nous permet de dire, bah voilà, il y a telle et telle espèce. Je peux vous donner un exemple très concret. Donc, on a plusieurs équipes dans notre institut à l'IRCAN qui sont impliquées dans le projet Tara Océan, qui consiste à collecter des échantillons marins dans tous les océans du globe pour suivre l'évolution des écosystèmes et notamment en lien avec le réchauffement climatique. Cette façon de faire, c'est ce qu'on appelle la métagénomique. Et on peut aussi identifier les microbes, par exemple dans la flore intestinale, ou identifier des souches virales lors d'épidémies et retracer leur origine. Et d'ailleurs, la génomique a eu un rôle clé dans la lutte contre l'épidémie Covid-19, puisqu'elle nous a permis d'identifier en quelques semaines le virus, obtenir la séquence du virus, et c'est cette séquence qui a été utilisée tout de suite, en très peu de temps, pour fabriquer les premiers vaccins, les vaccins ARN, qui sont actuellement diffusés dans la population. Elle a eu un rôle aussi important. Tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'on pouvait savoir quel gène était actif, dans quel tissu, en fait, quel chapitre était ouvert. Et parmi les gènes importants pour l'épidémie du Covid-19, c'est le récepteur, le gène qui va coder le récepteur du virus et qui va permettre au virus de rentrer dans les cellules. Si le récepteur n'est pas présent, si le gène de ce récepteur n'est pas actif, les cellules ne peuvent pas être infectées. Or, quand l'épidémie a commencé, on pensait que le récepteur était présent surtout dans les cellules du système respiratoire. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'est pas du tout vrai. Donc, le système digestif possède le gène du récepteur de façon active. C'est le cas aussi de certaines cellules neuronales, etc. Et c'est ce qui explique que finalement, les symptômes de la Covid-19 ne se limitent pas uniquement aux problèmes respiratoires, mais on a une multitude de problèmes qui se produisent lors d'une infection. Et puis aujourd'hui, on suit au quotidien quasiment l'apparition des variants du virus. Et ça, c'est encore une fois la génomique qui permet d'établir la séquence et de voir les mutations qui sont apparues sur le virus, les erreurs de réplication du virus. Donc vraiment, c'est utile et ça a été utile à toutes les étapes de la lutte contre cette épidémie. Alors, je vous ai expliqué précédemment que la génomique trouve des applications en archéologie et en paléontologie. Et la raison, c'est que quand on compare deux génomes, le génome de deux individus, de deux espèces, on peut estimer leur distance génétique sur la base du nombre de mutations qui les séparent. Plus ils ont de mutations, plus ils sont éloignés en termes de temps, et moins ils ont de mutations qui les séparent, plus ils sont proches. Et donc ça, on peut le faire sur des organismes vivants, mais on peut aussi le faire sur des ossements et de l'ADN ancien ou d'autres matériaux biologiques qui ont été conservés au cours du temps. Et c'est grâce à ça, par exemple, qu'on a pu savoir que l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens s'étaient rencontrés, accouplés, avaient eu une descendance. Et donc on a pu comme ça retracer certains aspects de l'histoire humaine qui auraient été autrement totalement inaccessibles.
Alors on a pu aussi comprendre comment le cheval avait été domestiqué par l'homme. On a longtemps cru que le cheval de Przewalski, que vous pouvez voir sur la droite, qui ressemble un peu à un mélange entre un cheval et un zèbre pour la crête, et on pensait que c'était l'ancêtre du cheval, l'ancêtre sauvage du cheval. Et puis il y a eu des chercheurs qui ont eu la curiosité de regarder les chevaux qui étaient enterrés dans des tombes du néolithique, et qui ont permis de retracer l'histoire du cheval, de la domestication du cheval sur plus de 5000 ans. Et en fait, c'est le cheval de Przewalski, je ne sais jamais comment le prononcer, et pas du tout l'ancêtre sauvage du cheval. C'est un cheval qui a été domestiqué et puis qui est retourné à l'état naturel dans un second temps. C'est vraiment un retour à l'état sauvage, ce qu'on appelle un féral. Et l'ancêtre sauvage du cheval, lui, a totalement disparu de la surface du globe. Il n'y a plus de cheval sauvage. Donc voilà, après, une des applications les plus importantes en médecine, et qui commence à passer vraiment dans la pratique courante, hein, c'est pas de la science-fiction, c'est probablement en cancérologie. Auparavant, quand on essayait de diagnostiquer un cancer, la méthode traditionnelle, c'est on prend une biopsie, on continue toujours à le faire, et on regarde au microscope à quoi ressemble la tumeur. Est-ce qu'elle a plutôt des cellules de tel type ou de tel type, des changements morphologiques qu'on pouvait vraiment observer à l'œil. Mais aujourd'hui, on a pu séquencer des milliers de tumeurs d'organes différents, hein, cancer du sein, cancer de la prostate, cancer des poumons. Et on sait que, et on a pu identifier toutes les altérations de l'ADN qui sont présentes dans ces tumeurs en comparaison avec le tissu normal qui est adjacent à cette tumeur. Et en comparant ces deux tissus, on s'est rendu compte que des cancers qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, deux cancers du sein, n'ont pas forcément du tout les mêmes altérations génétiques, ne partagent pas forcément les mêmes altérations génétiques. Et ce qui veut dire que ce n'est pas la même page du manuel qui a été griffonnée dans ces deux tumeurs, même si visuellement elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Et qui dit profil de mutation différent, dit à ce moment-là traitement différent, parce que ce n'est pas du tout les mêmes problèmes qu'il faut chercher à compenser avec le médicament. Donc on continue toujours à faire l'analyse morphologique, évidemment, hein, c'est ce qui guide au départ le praticien, et ensuite on passe à l'analyse moléculaire pour avoir une analyse un peu plus fine et adapter le traitement aux altérations moléculaires de la tumeur de chaque patient. Et ce changement d'approche, c'est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. Vraiment, on adapte le traitement au profilage ADN de la tumeur du patient. Et puis d'ailleurs, des fois, ça peut amener à des surprises, c'est-à-dire qu'on fait un profilage moléculaire, on s'aperçoit que ça ne correspond pas au type d'altération qu'on a l'habitude de trouver dans cette tumeur donnée, par exemple le cancer du sein. Mais par contre, on se rend compte que c'est le même type d'altération qui a été trouvé dans un autre type de cancer, cancer du poumon par exemple, et pour lequel il y a un traitement qui existe. Et donc du coup, on va pouvoir repositionner le traitement qui était d'abord développé dans le cas d'un cancer du poumon sur le cancer du sein. Donc ça aussi permet d'accélérer et de donner un accès accéléré au traitement pour les patients. Alors, vous avez compris que chacun d'entre nous a hérité d'une combinaison unique de gènes qui est héritée de nos parents, et aussi de variations qui nous sommes propres, hein, qu'on a des mutations qui sont uniquement trouvées chez nous. Et du coup, par exemple, si l'on compare mon génome à ton génome, ou au génome de référence qui avait été séquencé par le consortium international en 2003, on va trouver en moyenne à peu près 20 millions de différences. Donc 20 millions de petits changements nucléotidiques. Et ça correspond à peu près à 0,5% de notre ADN.
Et donc toute la question, c'est comment on relie ces variations à des traits, c'est-à-dire des caractères extérieurs ou intérieurs à notre santé ou à notre apparence ou au fait qu'on va développer tel ou tel type de pathologie dans une dizaine d'années. Et c'est d'autant plus difficile que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, la plupart de ces mutations ne font absolument rien, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucun impact, et donc il faut trouver celles qui ont un impact et par rapport à celles qui n'en ont pas. Et pour faire ça, il faut pouvoir relier donc, la séquence globale de notre ADN avec des données de santé, des données personnelles, etc. Et ça, c'est l'objet du programme transversal de l'INSERM, variabilité génomique, auquel mon équipe participe, qui est un consortium d'une douzaine d'équipes, qui s'appuie sur une cohorte de volontaires qui est suivie à travers des questionnaires et des examens médicaux réguliers, et qui ont donné leur accord pour que leur génome soit séquencé et étudié. Ce projet, c'est l'un des volets du plan France Médecine Génomique qui vise à faire rentrer le séquençage, ce qu'on appelle à haut débit, donc du génome entier, dans la pratique médicale courante d'ici 2025. Et 2025, c'est vraiment dans pas longtemps. Et pour ça, on a le projet de séquencer 4000 génomes qui sont répartis d'individus de toute la France. Et ça s'inscrit dans une tendance européenne, hein, puisque d'autres pays également ont des projets similaires. Le Royaume-Uni, c'est plusieurs centaines de milliers de génomes. L'Estonie, ils avaient pour projet de séquencer la totalité de leur population, donc c'est une plus petite population, mais bon, je pense qu'ils sont plutôt limités maintenant à 100 000 génomes, mais c'est quand même des quantités remarquables. Et tous ces efforts, c'est l'idée qui est derrière, c'est de cataloguer l'ensemble des variants qui sont fréquents dans une population. Pourquoi trouver les variants fréquents? Parce que s'ils sont fréquents, ça veut dire qu'il y a peu de chances qu'ils soient responsables d'une maladie génétique grave et rare. Et donc, quand on a ce catalogue de variants et qu'on recherche la mutation qui va être responsable de telle ou telle maladie rare, on peut déjà filtrer parmi les 20 millions de variants qui nous caractérisent, ceux qui n'ont probablement aucun effet. Ça nous permet vraiment d'aller chercher l'aiguille dans la botte de foin. Alors, faire rentrer la génomique dans la vie quotidienne, c'est important pour des raisons médicales, mais ce n'est pas sans risque non plus. Notre génome, il révèle beaucoup de ce que nous sommes, de ce que nous pouvons, ce qui pourrait nous arriver, notamment de façon médicale. Il peut révéler une partie de nos origines. Et certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler ou vu sur Internet que des compagnies vous proposent de séquencer, de déterminer vos origines sur la base de ces tests génétiques. Alors, cette pratique de la génomique récréative, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est totalement illégale en France, car pour pouvoir réaliser un test génétique en France, il n'y a que 3 conditions qui le permettent, soit une ordonnance médicale, soit une ordonnance judiciaire, une injonction judiciaire, ou un projet de recherche qui est clairement défini et qui a été autorisé. Donc, ces compagnies, elles sont localisées à l'étranger, hein, rien ne vous empêche d'envoyer votre coton-tige à ces compagnies. Mais il faut garder en tête qu'elles conservent, non seulement elles conservent vos données, elles peuvent conserver les échantillons, et surtout elles peuvent les revendre à des compagnies privées, pharmaceutiques, des assurances. Et puis quand vous vous inscrivez à ce type de choses, vous donnez votre adresse mail, donc on peut relier ces données génétiques avec vos comptes de réseaux sociaux, vos photos que vous postez sur Internet, vos données de localisation, vos recherches sur Internet, etc. Et l'une de ces compagnies, qui s'appelle 23andMe, a été fondée par l'épouse d'un des fondateurs de Google, et Google est lui-même investisseur dans cette compagnie. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'ordre de grandeur du type d'informations qu'on peut croiser. Donc, que ça soit illégal ou pas, en tous les cas, l'interprétation est souvent limitée de ce qu'on peut faire de ces données, mais en tous les cas pour des raisons médicales.
Mais vraiment, je déconseille toute personne d'utiliser, de faire appel à ces services pour des raisons juste de protection de la vie privée. Alors, j'arrive là un peu au bout de cette conférence, mais je voudrais insister sur quelque chose, un point vraiment important qui me tient à cœur, c'est que effectivement la biologie a subi un changement profond avec l'avènement de la génomique et de la bioinformatique. C'est un changement, ça nous permet d'étudier le vivant d'une façon remarquable, inouïe, vraiment à un niveau qu'on n'a jamais pu atteindre jusqu'à présent. Mais il faut bien comprendre que même si on est le produit de notre histoire biologique, de notre histoire en tant qu'espèce ou en tant qu'individu, on est bien plus que ce potentiel qu'on a hérité à la naissance. On est le produit de notre génome, mais aussi de tout ce qui nous arrive tout au long de notre vie, notre expérience, notre style de vie, nos choix, notre environnement, etc. Et au-delà de cette promesse, la promesse de la génomique pour la médecine ou pour étudier le vivant, il appartient vraiment à chacun d'entre nous de faire en sorte que ces données qui arrivent en masse ne deviennent pas une nouvelle prison ou un nouvel outil de surveillance ou un outil de discrimination entre les humains. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je suis ravi de prendre toutes les questions que vous voudrez. Merci beaucoup Gaël pour ces notions passionnantes et qui touchent des sujets très sensibles et qui vont droit à l'éthique aussi. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Je vais te poser des questions qui arrivent dans le chat, telles qu'elles sortent. Qu'est-ce qui cause les mutations? Première question. Alors, les mutations, elles peuvent être causées par différents processus. Il y a des processus endogènes qui sont vraiment propres aux cellules. Par exemple, la respiration cellulaire, elle provoque des espèces réactives qui vont produire des mutations directement dans l'ADN. Donc c'est vraiment l'activité cellulaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les cellules ont des systèmes de correcteurs orthographiques qui permettent de compenser ces problèmes. Donc c'est l'oxydation cellulaire. Mais il y a des événements extérieurs. J'ai parlé tout à l'heure des rayons ultraviolets. Et quand vous exposez votre peau au soleil, vous avez progressivement des mutations qui s'accumulent sur votre peau. Et là encore, il y a des systèmes de protection cellulaire, mais tout le monde sait que la peau, en vieillissant, on a des taches qui se forment. Et typiquement, c'est le résultat de ces mutations qui ont lieu tout au long de la vie. La fumée de cigarette aussi dans les poumons, les nitrites dans la charcuterie, c'est des facteurs de notre environnement qui sont mutagènes, donc qui provoquent des mutations. Ok. Que pensez-vous des avancées récentes de la métagénomique? Les résultats sont-ils fiables ou encore à prendre avec des précautions? Alors, je ne sais pas de quel résultat récent, parce que la métagénomique, c'est très large, mais la métagénomique, c'est vraiment une technique. Elle permet, ce qui est très intéressant avec la métagénomique, ça a permis, notamment en microbiologie, de trouver, en fait, de détecter des espèces qu'on ne pouvait pas détecter avant, pour la bonne raison qu'on n'était pas capable de les cultiver. Donc, traditionnellement, en microbiologie, on a un échantillon biologique ou des os ou quelque chose comme ça, et pour lequel on va essayer d'isoler les microbes qui sont à l'intérieur de cet échantillon. On isole et on essaye de les cultiver, donc de les isoler en laboratoire. Mais il faut trouver la bonne condition pour les faire pousser. Et souvent, c'est très difficile, et notamment quand c'est issu de milieux un peu extrêmes, des eaux très chaudes ou des espèces sous-marines ou des choses comme ça. Et donc, finalement, le fait de pouvoir juste séquencer l'ADN, ça nous donne accès à ce microbiome caché qui n'était pas jusqu'à présent apparent.
Finalement, il y a des notions maintenant de plus en plus qui s'appuient sur beaucoup de résultats, qui montrent qu'on a des phénomènes épigénétiques qui contrôlent nos gènes et qui sont parfois impliqués dans des maladies. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'à un moment, on va pouvoir croiser ces notions d'épigénétique avec les progrès de la génomique? Ah bah, totalement, parce que en fait, la génomique, ça nous permet aussi de visualiser l'ensemble des modifications épigénétiques qui sont présentes dans notre génome. Tout à l'heure, je parlais de comment savoir que tel ou tel chapitre du génome était utilisé, donc tel ou tel gène. Ça fait partie, l'étude de l'épigénétique, ça fait partie de ça, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre si un gène est actif ou pas dans tel ou tel moment de notre vie, il faut pouvoir trouver les marques épigénétiques, les marque-pages, si vous voulez, qui font que ce gène devient actif. Alors par exemple, les séquenceurs de troisième génération dont je parlais tout à l'heure, les petites clés USB, elles ont la capacité de non seulement lire les bases AATGC, mais aussi de voir les modifications de ces bases, les modifications chimiques, notamment la méthylation de l'ADN. C'est quelque chose qu'on fait vraiment au laboratoire, dans mon équipe, de les détecter directement et donc de voir, donc c'est une des marques épigénétiques qu'on peut directement détecter au moment du séquençage. Oui, c'est peut-être un peu plus compliqué au niveau des modifications des histones. Alors, au niveau des modifications des histones, c'est un peu plus indirect, mais effectivement, on peut, quand on isole la chromatine, donc cet ADN qui est très, très compacté, on peut l'isoler en fonction avec des anticorps qui sont dirigés contre les modifications de ces modifications épigénétiques. Et donc, on va aller pêcher spécifiquement les régions de notre ADN qui sont altérées par ces modifications épigénétiques. Et ensuite, on séquence et on sait quel endroit du génome était modifié comme ça. J'ai une question qui me brûle parce que je sais qu'elle est récurrente chez les gens. C'est ces fameux vaccins ARN et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces ARN messagers qu'on a introduits en grande quantité dans nos cellules viennent pas jusqu'au noyau et modifier notre génome Et qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, via par exemple des reverse transcriptases qui pourraient exister, qui pourraient traîner. Donc c'est une question qui a été posée. Alors peut-être pour préciser, qu'est-ce que c'est l'ARN? L'ARN par rapport à l'ADN, est-ce que c'est pareil ou pas? Donc l'ADN, c'est une double hélice avec 2 brins complémentaires. Et l'ARN, c'est une molécule qui est très proche, mais qui a un seul brin. Et ce brin, ça correspond à une photocopie d'un des 2 brins. Et c'est le moyen qu'a la cellule d'aller lire le mode d'emploi. C'est-à-dire que pour pouvoir rendre actif un gène, elle va faire des photocopies, des tonnes de photocopies d'une petite partie de l'ADN. Et c'est ces photocopies-là qui vont être utilisées vraiment au quotidien. C'est une façon de protéger l'ADN. Et donc, effectivement, les vaccins à ARN, en fait, au lieu d'introduire de l'ADN, ils introduisent cette photocopie pour produire les particules virales, ou enfin, en tous les cas, les composés viraux qui vont permettre de nous vacciner. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut passer de l'ARN à l'ADN, et est-ce que cet ADN peut finalement modifier notre génome? Alors, effectivement, on peut avoir ce processus, ça s'appelle une reverse transcription, mais c'est un processus qui a lieu plutôt pendant le développement embryonnaire, parce que l'enzyme, la reverse transcriptase qui permet ce processus, elle est surtout exprimée dans le développement embryonnaire, pas dans les tissus adultes. Mais il faut quand même garder en tête que notre cellule, elle est bourrée d'ARN, c'est-à-dire que les ARN, c'est comme ça qu'elles fonctionnent, c'est-à-dire qu'on a
en permanence des ARN. Donc en rajouter un autre, ça ne change pas grand-chose. Il y avait aussi une notion vraiment très intéressante dans ton exposé, c'est finalement ces progrès de la génomique et ces séquençages à grande échelle nous permettent aussi de préciser finalement la notion de race dans l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'elle existe vraiment? Alors, c'est une question qui est très intéressante et qui a des répercussions éthiques importantes. Ce que nous apprend la génomique, c'est que d'abord, il n'y a pas des populations qui sont différentes. Ce qui existe, c'est un continuum, un gradient de différences. Et chacun d'entre nous, je l'ai dit tout à l'heure, entre nous deux, il y a probablement 20 millions de différences, ce qui correspond à 0,5% de notre ADN. Et c'est le cas si on prend n'importe quel individu sur cette planète. Donc on a tous des différences, et c'est ça qui fait la force d'une population. C'est-à-dire que si on était tous génétiquement identiques, au moindre événement extérieur qui arrivait, si par malheur l'état de ce génome-là était susceptible, par exemple, à une infection, à une pandémie, dans ce cas-là, on mourrait tous et il n'y aurait plus d'espèce humaine. Quand on a une population qui est hautement diverse, on devient résistant, parce que dans la population, il y a toujours des gens qui vont être résistants à telle ou telle infection. Et puis, dans la notion de race, la notion de race, elle est vraiment issue des éleveurs, quoi. Les éleveurs qui créent une race de chiens, une race de moutons, de vaches, etc. Et pour obtenir une race, les éleveurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils croisent toujours les mêmes individus avec les mêmes individus, jusqu'à ce qu'ils aient quelque chose qu'ils appellent une lignée pure. En gros, ils croisent les parents avec les enfants, etc. Et ça, ils savent aussi que quand on fait ce processus génétique, alors effectivement, on obtient une population très homogène sur le plan génétique, mais aussi on accumule les tares génétiques, on accumule les maladies génétiques, et c'est assez fréquent que les chiens de race ils aient des problèmes auditifs ou d'autres types de problèmes, quoi. Donc en fait, des races humaines, il n'y en a pas parce qu'on ne se croise pas avec nos parents et nos grands-parents à l'infini. Et aussi parce qu'on a une diversité comme ça, un continuum entre les humains de différences. Il n'y a pas des différences, des groupes comme ça marqués. Merci beaucoup. J'aimerais bien maintenant enchaîner sur finalement tes sujets de recherche que tu développes dans ton laboratoire, que tu nous parles un petit peu de choses que tu n'as pas vraiment abordées dans ta présentation. Alors volontiers. Donc dans mon équipe, on travaille sur ce qu'on appelle les éléments transposables. C'est de façon plus triviale, on appelle ça les gènes sauteurs. C'est des fragments d'ADN qui sont capables de se copier et d'aller se mettre sur un autre chromosome. Donc c'est une forme de mutation qui est plus compliquée que celle que j'ai décrite aujourd'hui, puisque quand on a un fragment d'ADN qui s'insère, c'est comme s'il y avait un chapitre qui allait se mettre ailleurs, un copier-coller d'un chapitre, d'une phrase qui va se mettre ailleurs, et qui va finalement modifier le sens du chapitre ou de l'histoire. Et donc c'est un processus évolutif qui est très important en termes d'évolution des espèces, qui peut, alors qu'on connaît bien en fait au quotidien, parce que par exemple les oranges sanguines, c'est un élément transposable qui s'est mis près d'un gène qui code le pigment de l'orange. Et d'ailleurs, pour que l'orange devienne rouge, il faut qu'elle soit au froid, donc il faut vraiment qu'il y ait un ensemble d'interactions entre l'ADN, la génétique et l'environnement. Et donc cette forme de variabilité, elle est encore mal connue et on l'étudie à la fois dans le cadre du cancer et dans le cadre du vieillissement. Voilà. Il y a une petite question qui vient d'arriver sur le chat. Comment a été déterminée la première séquence du génome humain et quelles sont les nouvelles techniques aujourd'hui? Alors c'est un peu ce que j'ai développé au début de mon exposé. Donc, au départ, le génome humain il a été vraiment séquencé page par page. Il fallait isoler les fragments d'ADN individuellement
les séquencer donc, par une méthode qui s'appelait la méthode de Sanger. Donc c'est vraiment une méthode, on va dire, en série. On passait une page après l'autre. Et actuellement, les séquenceurs, ils travaillent sur un mode parallélisé où on séquence tout d'un bloc en petits fragments et on reconstitue après coup la séquence. Et c'est pour ça que la bioinformatique donc, est particulièrement importante pour refaire cet assemblage et rabouter les morceaux entre eux. Bien. Je vois qu'il y a maintenant plus de questions dans le chat. Donc, moi, je vous propose qu'on arrête là. Merci à tous. Et encore merci, Gaël, pour cet exposé très intéressant.